19 h. Yarana, bienvenue dans votre journal d'information. Voici les titres de ce journal. Un Polynésien sur 4 est fumeur et la tendance n'est pas près de s'inverser. Ils sont de plus en plus nombreux à s'adonner à la cigarette électronique jetable qui, contrairement à la croyance populaire, est tout aussi nocive pour la santé. Les jeunes mineurs sont-ils surexposés à la pornographie sur Internet? Oui, selon une étude, le phénomène inquiète les professionnels de l'enfance. La 9e édition du festival Ono'u est terminée. Comme chaque année, plusieurs artistes locaux et même internationaux étaient à l'œuvre afin d'embellir le paysage urbain de Tahiti. Grande nouveauté de cette saison, Ono'u s'est étendu à Paea et s'exportera jusqu'à Paris. La fondatrice et l'organisatrice du festival est sur ce plateau pour en parler. Sarar Opinia est l'invitée de ce journal. La Corée du Sud est-elle le nouvel Eldorado des jeunes? Kawehi, une Polynésienne passionnée de K-pop, a décidé d'y poser ses valises. D'abord pour apprendre la langue, elle y poursuit désormais ses études de commerce. Le nombre de fumeurs n'a pas diminué et les chiffres sont alarmants. Ils sont à 70 000 dénombrés au Whenua, soit un Polynésien sur 4. Les jeunes mineurs aussi sont de plus en plus nombreux à fumer. Ils commencent avec la vapote, censée pourtant être utilisée pour arrêter le tabac. Les détails avec Caroline Fari et Laura Chintu. Il fait partie des addictions les plus répandues avec l'alcool. Le tabac, drogue légale, concerne plus de 70 000 personnes en Polynésie, dont les jeunes qui fument davantage que leurs aînés et chez qui l'expérience du tabac commence de plus en plus tôt, notamment avec le phénomène de mode de la cigarette jetable, un produit dangereux car hautement addictif. Une seule de ces puffs équivaut à une vingtaine de cigarettes. Il y a eu d'abord un effet de mode, mais les gens ne savent pas qu'ils se surnicotinent pour rien. Sur les cigarettes jetables, d'accord, on a toujours des dosages entre 1% et 2%. Le 1% équivalent, c'est 10 mg de nicotine et 2% pour 20 mg de nicotine. 20 mg, on est au maximum de la française, on est entre 20 et 25 cigarettes par jour sur une jetable. Selon l'Institut national du cancer, les femmes sont plus nombreuses à fumer que les hommes. Autre constat, en 15 ans, le tabagisme a quasiment doublé chez les jeunes Polynésiens. Une tendance difficile à prouver, on n'avoue pas forcément ou on est conscient des dangers du tabac. Non, je fume pas, ni la cigarette ni la puff. Pourquoi ? Tout d'abord, c'est cher, on va se dire 1500 par semaine, voilà. Et puis même, c'est pas bon pour la santé et tout. On trouve pas trop d'intérêt à ça, et pas maintenant en tout cas. Puis on nous a assez sensibilisés à l'école pour savoir que mieux vaut ne pas fumer. Déjà, je suis sportif et du coup, je trouve que ça, c'est pas bien pour ma pratique sportive. Je sais pas, ça m'a jamais attiré. Mes parents, ils ont jamais fumé non plus. Ils m'ont toujours dit que c'était quelque chose de mauvais. Et puis j'ai fait 10 ans de natation en tout. Maintenant, je fais de l'apnée, du coup, je me suis toujours dit que le tabac, ça allait ruiner mes compétences sportives. J'ai déjà essayé, mais non, je ne fume plus. Pourquoi ? Ça ne m'a jamais vraiment intéressé. Et autour de toi, est-ce que tu connais des jeunes qui fument ? Oui, beaucoup. Si les importations de produits du tabac sont en constante augmentation en Polynésie, la prévention, qui ne représente que 3% des dépenses de santé, se doit aujourd'hui d'être encouragée. Et à l'occasion des négociations sur le traité traité sur l'interdiction du plastique qui se tiennent actuellement à Paris, plus de 130 experts de la santé et de l'environnement demandent l'interdiction des filtres à cigarettes. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, 4 500 milliards de mégots se retrouvent dans la nature chaque année. Autre chiffre inquiétant, plus de 2 millions de mineurs consultent des sites pornographiques chaque mois. Ce sont les résultats d'une étude médiamétrie commandée par l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Plus grave encore, le phénomène concerne 51% des jeunes âgés de 12 et 13 ans. Si aucune étude officielle n'existe en Polynésie, le constat est le même. Kaline Guénard et Jérôme Lee. Elle me dit, mais papa, à partir de la 6e, les gamins qui ont 11-12 ans, les garçons surtout, quasiment tous, ils ont été sur des sites porno. Et ils en parlent, et ils rigolent, et ils se montrent des trucs, voilà. Le constat alarmant d'un parent en Polynésie, il rejoint les résultats de cette étude réalisée dans l'Hexagone. Un garçon sur 2 et une fille sur 3 âgés de 12 à 13 ans consultent des sites pornographiques. C'est des amis qui engagent la conversation et puis après... On parle de ça, quoi. S'il y a déjà une personne qui a regardé, s'ils étaient plusieurs ou pas. Je connais des personnes
qui ont 11 ans et qui ont déjà regardé et tout. C'est des personnes de mon entourage. Quand on va déjeuner, ils me racontent ce qu'ils font. Du coup, c'est comme ça que je découvre qu'ils vont sur des sites pour nous. Un accès facilité avec l'avènement d'Internet, en témoigne ce chiffre encore plus alarmant. 3/4 des moins de 18 ans utilisent leur téléphone portable pour se rendre sur des sites à caractère pornographique. C'est quand ça passe les publicités, c'est là, ça nous donne envie d'aller visiter ces genres de sites. Les publicités, vous les voyez où? Dessus Google, sur les applications. Hein. Et après, vous avez juste à cliquer sur la pub pour consulter le site? Oui, des fois on nous envoie des amis sur Messenger ou sur Face. Les applications, après du coup on va visiter, ouais. Après des fois c'est des jeux de pornographie, après nous on va y jouer. Sexualité brutale et violente qui prône l'image d'une femme objet soumise et d'un homme macho dominant, la pornographie a des conséquences désastreuses sur le développement affectif des ados. Alors pour les protéger, il faut communiquer. Le dialogue, il doit être, entre parents et enfants, il doit être précoce. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir discuter de tout ça. Alors pas dans les détails sur la sexualité, mais sur ce que c'est que la vie affective, ce que c'est qu'une relation amoureuse, ce que c'est que ce que ça entraîne. On doit parler aussi des addictions, des dangers des addictions, etc., etc. Pour aider les parents à libérer la parole chez leurs enfants et à briser les tabous autour de la sexualité, il existe plusieurs sites comme onsexprime.fr et jeprotègemonenfant.gouv.fr. Sinon, rendez-vous au Faret Tamahou pour des consultations gratuites et anonymes. Un mot de justice avec ce nouveau rebondissement dans l'affaire Radio Tefana qui n'est pas définitivement close. Le parquet général vient de décider de se pourvoir en cassation selon TNTV. Le ministère public estime, contrairement à la cour d'appel, que les conditions de financement de la radio associative par la mairie de FAA constituaient bien un délit de prise illégale d'intérêt. Pour Maître Millet, avocat de la défense, je cite, « Ce pourvoi marque l'acharnement du ministère public contre Oscar Temaru et confirme le caractère politique de cette poursuite dont le seul objectif est manifestement de salir la réputation du leader indépendantiste. » Fin de citation. Ce changement, bientôt peut-être un changement important pour les commerçants, celui de la gouvernance de la CCISM. Les 36 représentants seront élus le 27 juin prochain. Ils devront ensuite élire à leur tour le nouveau président, comme au territorial. Si une seule liste s'était présentée à la précédente élection, elles sont 3 cette fois à relever le challenge. On voit cela avec Kaline Yenard et Marcel Bonneau. L'élection des représentants de la Chambre de commerce a comme un air du second tour des territoriales. Une triangulaire avec 2 listes opposées à celle du président sortant. Celle du collectif CCISM 2028 se lance pour la première fois avec à sa tête Kelly Hassin-Moux. Je pense que la Chambre devra intervenir auprès des pouvoirs publics et être le maillon entre l'entrepreneur et les pouvoirs publics de manière à leur expliquer là où ça ne fonctionne pas, être force de proposition et également faire en sorte que cette chambre-là soit en gros la maison du patenté, faire en sorte que nos entrepreneurs, nos patentés puissent venir à la chambre et obtenir tous les renseignements et toutes les aides qu'ils ont besoin pour pouvoir monter une entreprise. Deuxième liste en course, l'Union des chefs d'entreprise du Fénois, menée par Jean-Paul Toueiva, chef d'entreprise depuis 25 ans et surtout déjà représentant à la CCISM entre 2009 et 2018. Pour avoir navigué à l'intérieur, on sait justement où est-ce qu'il faut apporter donc le focus, où est-ce qu'il faut apporter des modifications, des changements de comportement. Un exemple simple, je le disais, quand tu vas à la chambre, tu vas saluer tes 50 employés de la chambre de commerce, ne serait-ce que de leur dire bonjour, d'être à l'écoute justement de leurs besoins. Ça, c'est pour moi capital. L'opposition, qui ne manque pas de tacler au passage le président en place depuis 2011, Stéphane Chinloy se présente pour un 3e mandat, avec la volonté de terminer les dossiers entamés, comme par exemple la construction du nouveau bâtiment et la mise en place du guichet unique. Le CABIS, ça fait quelques années qu'on en parle. Demain, en le récupérant et en l'intégrant dans notre nouveau bâtiment, c'est de réduire les délais, comme en Nouvelle-Calédonie. Bon, il y a eu un retard de transmission entre l'État et le pays. Ne s'attardons pas là-dessus, mais cherchons les meilleures solutions pour que demain, en 48 heures, chacun puisse avoir
son extrait bis, qui est le départ, l'acte juridique confirmant la création de l'entreprise. Il appartient désormais aux plus de 30 000 patentés en Polynésie d'exprimer leur voix le 27 juin prochain. Comme en politique, c'est le vote qui déterminera le changement ou non. Et favoriser la cohésion entre élèves, professeurs et personnel. C'est le but du challenge inter-entreprise à l'amener. En plus de leurs médailles décrochées dans des compétitions sportives, l'établissement leur a décerné des prix. Des récompenses ont également été décernées à ceux qui se sont formés à l'arbitrage sportif ou encore au secours. Cécile Paccard nous en dit plus au micro de Stéphane Ratino et Jacques Damour. C'est le cœur d'un processus d'éducation, c'est pas uniquement faire du sport, c'est avoir des valeurs, partager des moments forts, tout en respectant une éthique, une attitude exemplaire en tant que sportif et en tant évidemment qu'officiel. De l'art urbain à présent, le festival Ono'u, vous connaissez, est un événement exceptionnel en Polynésie. Après Papeete et les îles sous le vent, les artistes ont posé leurs bombes de peinture aux Marquises et à Paea. Depuis 2019, l'art est au service du logement social. Alors cette année, ce sont 3 lieux du quartier Mara Pofatu qui ont été transformés à Paea. Un programme qui vise à égayer des murs ternes et abîmés dans ces quartiers pour revaloriser leur image. On écoute Rangitia Waller au micro de Jérôme Lee. Alors l'objectif c'est d'abord d'embellir le paysage quotidien de nos administrés. On est là situé en fait au PK 23,5 qui est une zone très dense de Paea avec un quartier prioritaire à proximité, donc avec un lieu très fréquenté par les jeunes. Donc c'est ça l'objectif premier, c'est d'embellir nos bâtiments, mais également d'avoir la chance de mettre en avant des artistes à la fois internationaux, mais aussi des artistes locaux, puisque sur les clôtures de cette résidence, c'est un artiste local du nom de Ravage qui est intervenu pour représenter notamment des motifs de tatouage tahitien mêlés avec des graffitis inspirés de ces fresques derrière. Et on en parle avec la créatrice du festival Ono'u, Sarar Upigna. Yorana. Bonsoir Réata, bonsoir à tous. Merci d'être sur Polynésie la Première. Alors, depuis 2019, Ono'u s'est associé à l'OPH. Cela se poursuit donc cette année. Est-ce que cela veut dire que l'aspect social que revêt cet événement fonctionne ? Oui, c'est surtout pour moi une mission extrêmement importante. Elle l'est devenue effectivement depuis 2019. Je n'oublie pas la vocation première qui est effectivement de pouvoir contribuer au développement artistique et culturel de la Polynésie. Ono'u, c'est également un projet touristique puisque les fresques sont devenues maintenant une activité culturelle très très prisée autant des résidents que des touristes. Et en pouvant poursuivre la création de ces œuvres jusqu'à Paea, on peut encore plus découvrir l'île de Tahiti à travers des légendes, à travers les œuvres qui ont été créées. Mais cet aspect social, il me tient à cœur parce que je vois le quotidien des habitants changer. C'était fabuleux de passer ces 2 semaines à Paea. On a rencontré Tiare, Mataitini, qui sont 2 habitants de la résidence OPH Pofatu, qui ont participé à la réalisation des œuvres, qui étaient au quotidien avec nous de 6h du matin jusqu'à 18h. Heifara, qui nous a vus en bord de route, qui est un habitant du quartier de Pofatu et qui s'est joint à nous. Et c'est merveilleux de voir qu'à travers l'art, on peut aussi créer des projets d'insertion sociale. Donc j'espère pouvoir continuer cette mission, pas que pour de l'embellissement, mais vraiment parce que je pense que derrière, à la clé, il y a aussi une activité économique et peut-être des carrières, des vocations qui vont se développer au-delà de nos artistes locaux qui ont de magnifiques surfaces d'expression qui leur sont offertes. Donc merci infiniment à la commune de Paea et à l'OPH de nous permettre de vivre cette 9e édition de cette façon. Alors je le disais en titre, le festival Ono'u est terminé, mais pas très exactement, puisque vous avez été sollicité pour aménager un espace culturel au pied de la Tour Eiffel dans le cadre des Jeux Olympiques. C'est une belle consécration. Tout à fait, c'est une opportunité autant qu'une responsabilité, parce qu'effectivement, dans le cadre de Paris 2024, un espace d'exposition sera inauguré à la rentrée de septembre. Il s'appellera le Spot 24, au pied de la Tour Eiffel. Et on m'a approché pour effectivement pouvoir contribuer à la scénographie d'un espace dédié au surf.
pour cette année 2023 et le momentum sera véritablement en concomitance avec les 10 ans du festival qu'on célébrera tout d'abord à Paris avant de revenir à Tahiti où 1 mois et demi d'exposition sont offerts pour parler du surf, du street art à Tahiti. Et j'ai l'intention de pouvoir utiliser ce lieu comme une vitrine pour notre Polynésie, pour nos artistes polynésiens autant que nos athlètes, et essayer de créer un projet artistique qui soit fabuleux pour la Polynésie, à l'image de la Polynésie, et qu'on puisse vivre ces JO à travers un regard un peu nouveau. Donc je remercie aussi toutes les équipes à Paris qui m'ont offert cette opportunité, notamment François Gautré et tant d'autres, l'Office du tourisme de Paris et la ville de Paris, avec qui je suis en contact également. Et est-ce que vous avez déjà identifié les artistes locaux qui vous accompagneront dans ce projet ? Oui, tu n'es pas sans savoir que nous, c'est aussi une team d'artistes locaux. J'espère pouvoir les emmener le plus loin possible. Ça fait maintenant plus de 5 ans que je les accompagne, qu'au contact aussi des artistes internationaux. J'ai le sentiment qu'ils ont énormément appris en compétences, qu'ils sont capables maintenant même de créer des œuvres de très grand format. J'ai confié notamment à Théâtre Iflore et à Rival la fresque inaugurale du festival cette année qui se tenait sur le siège social de la DSFE. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les équipes de la direction et logistique qui nous ont donné cette opportunité. Donc, je pense que nos artistes locaux sont prêts, qu'ils ont énormément de talent, qu'ils sont prêts à montrer également ce qu'ils peuvent faire à l'étranger et que cette rencontre avec les artistes internationaux qui sont déjà venus à Tahiti, qui ont participé à l'embellissement de la Polynésie, sera, je l'espère, extrêmement enrichissant et épanouissant pour les uns et les autres. On n'en doute pas. Pour terminer très rapidement, donc après Paris, retour à Tahiti, dans la capitale, au mois d'octobre, pour un nouveau projet. Oui, pour des surprises, parce qu'on me dit toujours quand il n'y aura plus de murs, mais comment vous allez faire ? Donc déjà, il y a encore beaucoup de murs. Et surtout, j'ai aussi l'ambition de pouvoir proposer des choses nouvelles artistiquement. Je tiens à ce projet de sculptures urbaines pour pouvoir compléter le parcours des fresques qui existent. Et il y a également nos archipels, on reçoit beaucoup de demandes. Je suis très reconnaissante envers les communes. On se déplacera également à Huahine, une île qui me tient particulièrement à cœur. Et j'oublierai jamais la Polynésie. Ce sera toujours en Polynésie, avant tout, et pour les Polynésiens que l'on fera toutes ces actions artistiques. Et Paris, c'est une étape, mais ce n'est pas un aboutissement et une fin en soi. Donc ce ne sera pas la fin de Onou. Merci beaucoup. Merci à toi. Sarah Opinia d'avoir répondu à nos questions ce soir. On fait escale en Corée du Sud. Enfin, en marge du sommet des nations insulaires du Pacifique à Séoul, le président Moetai Broderson a appelé de ses vœux à renforcer les échanges éducatifs et commerciaux entre la Corée du Sud et la Polynésie. Certains ont déjà franchi le pas. Un pas culturel. Lucille Guichet a rencontré Gina Kim, coréenne professeure de Orit-Tahiti, et Kawehi Tuaiva, jeune polynésienne étudiante à Séoul, toutes deux poussées par la passion d'une autre culture et la découverte de l'autre. Portrait croisé a signé Lucille Guichet donc. 안녕하세요. 저는 21살 가웨희라고 합니다. 서울에서 살고 있습니다. À 21 ans, Kawehi Tuaiva parle coréen couramment. Génération K-pop, imprégnée de culture coréenne. Après son bac, elle choisit de venir 6 mois à Séoul pour apprendre la langue. Depuis, elle y étudie maintenant le commerce depuis 2 ans et demi. On a tellement de chance maintenant que le monde soit connecté. Il faut sortir de notre zone de confort, en fait, il faut découvrir d'autres pays. Et il y a tellement de belles choses ici, de belles personnes que j'ai rencontrées. Et voilà. Sur ce campus de 16 000 étudiants, Kawehi est la seule polynésienne. Elle y suit ses cours en anglais et aussi entre cafétéria et salon étudiant. Originaire de Paea, elle a dû s'adapter à ce changement culturel. Ils mangent beaucoup épicé ici et je ne suis pas trop habituée à ce genre de spicy en fait. Du coup, c'est beaucoup d'adaptation. La première année, je n'ai pas du tout aimé. Tout ce que je mangeais, je n'aimais pas. Et puis, il faut s'adapter. À l'autre bout de la ville, le son du toere résonne dans cet immeuble de Séoul. Gina Kim a ouvert son école de danse tahitienne il y a 6 ans. Véritable passionnée, elle a participé à 3 heiva place Toata. J'avais entendu qu'il y avait beaucoup d'écoles de hula hawaïen, mais pas de danse tahitienne. Alors je me suis dit, je dois enseigner le Orit-Tahiti en Corée parce que je voulais continuer à danser et à transmettre ma passion de la culture tahitienne.
Aujourd'hui, elle compte une 50aine d'élèves. Ensemble, elles préparent le Heiva de San Francisco, prévu en août prochain. Quand je fais de la danse tahitienne, je ressens beaucoup d'émotions. Et ça me permet aussi d'oublier tous mes tracas. Avec 500 établissements d'études supérieures, la Corée du Sud est devenue une destination prisée par des étudiants du monde entier. Pourtant, le pays vit aussi au rythme des alertes avec son pays voisin, la Corée du Nord, et les menaces de missiles. Hier soir, c'était à propos de la Corée du Nord. Donc quand c'est par rapport à la Corée du Nord, on regarde les news un peu, mais c'est vrai qu'on demande à nos amis coréens et ils ne sont pas du tout souciants. Du coup, on suit le move. Comme tu peux voir, tout le monde est dans la rue Alors elle chante. Avec son ami originaire du Kazakhstan, Kawehi se rend ce soir au karaoké, ou plutôt dans ses chambres à chansons typiquement coréennes, vivre sa passion pour la K-pop. L'information principale de cette édition, la cigarette jetable serait-elle devenue une porte d'entrée vers le tabac? Les jeunes sont de plus en plus nombreux à s'adonner à l'utiliser, alors que contrairement à la croyance populaire, elle est tout aussi nocive pour la santé. En Polynésie, on compte 70 000 fumeurs et le chiffre n'est pas près de diminuer. Ce soir, Polynésie la première vous embarque à bord de l'Aranui en direction des îles lointaines de Pitcairn. À quoi ressemble l'île où ont trouvé refuge les mutins et leurs amis il y a plus de 2 siècles? Jacques Damour nous raconte ce voyage insolite. En voici un extrait. Ainsi se résume toute l'histoire de cette île devenue britannique. 5 km² seulement, sous administration de la Grande-Bretagne, située à 2000 km de l'île de Pâques, à 2200 km du Fénois et à plus de 5000 km de la Nouvelle-Zélande, là-bas même où se trouve son siège administratif et éloigné de 15 000 km de Buckingham Palace. Une île volcanique qui culmine à 347 mètres avec, qui plus est, un paysage très accidenté et des récifs acérés. Une île escarpée et dépourvu de plage. Un petit coin de paradis que les mutins du Bounty ont transformé en enfer. Des 28 marins britanniques rebelles restés à bord, ils ne seront plus que 9, accompagnés d'une douzaine de Tahitiennes et de 6 hommes venus de Tahiti. Voilà la suite à retrouver juste après ce journal. En bonus aussi, quelques escales avant de se poser à Pitcairn, Anna, à Manu ou encore à Rikitea. Et c'est également à Mangareva que vous emmène votre magazine Bleu Océan le Mag pour rencontrer Michel, pêcheur au harpon. À la une de votre quotidien Tahiti Info, demain un sujet économique avec ce titre, relever les défis économiques de l'insularité. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très belle nuit et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.